Le forum des rédactions s'installe chez vous. Madame, Monsieur, merci de nous permettre de nous introduire chez vous, sur votre téléphone, sur votre écran. Eh bien, vous le savez, le forum des rédactions, c'est l'émission qui parle de l'actualité du moment, l'actualité de la semaine. Et pour cette semaine, nous avons 3 sujets à débattre sur ce plateau. Mes invités sont déjà installés. Aujourd'hui, nous allons parler de la révolution vestimentaire à l'université d'Abomey-Calavi. Plus rien ne sera comme avant, c'est effectif. Et donc, nos invités, donc nos débatteurs vont répondre à nos questions sur ce plateau. Après, nous allons parler d'un autre sujet, opposition et quitus fiscal. Une aiguille dans une botte de foin. On s'interroge, puisque les opposants ont commencé par clamer haro par rapport à la délivrance du quitus fiscal. Nos débatteurs vont donc nous dire ce qu'ils pensent de cette situation. Et puis nous allons parler de cette rencontre entre le président Patrice Talon et donc entre le président Patrice Talon et le BR et l'UPR. On se demande si enfin on peut parler de la fin de la récréation des transhumants. Nous allons donc également répondre à travers nos débatteurs à cette question. Voilà le décor planté. Merci une fois encore de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à notre télévision Eden TV. On va observer une courte pause et on va revenir pour vous présenter les débatteurs. Eh bien, à ma droite, je vais commencer par ma droite ou ma gauche. Je vous ai entendu dire ma gauche, alors je commence par ma gauche. Aujourd'hui, nous recevons pour vous à ma gauche, c'est bien Agbenigan Carlos Oussougan. Bonjour, bonsoir, selon le moment où les gens nous reçoivent chez eux. Oui, bonjour, bonsoir à vous également. Alors, vous êtes directeur de Radio Univers, vous êtes dans le microcosme universitaire. On vous a fait venir ici aujourd'hui notamment pour coller à l'actualité par rapport à cette décision prise par le professeur recteur Félicien Avlessi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. À ma droite, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours égal à lui-même. Laurent Roland Tonekes, bonsoir. Maurice Agua, bonjour. Bonsoir aux amis téléspectateurs et bonjour aux amis internautes, bien évidemment. Une fois encore, nous sommes là pour le devoir. Très bien, donc merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Et donc le décor est planté, vous connaissez maintenant les débatteurs. On va y aller pour le premier sujet, la révolution vestimentaire à l'université d'Abomey-Calavi, plus comme avant, c'est effectif. Laurent Roland Tonekes, cette décision prise il y a exactement une semaine par le recteur Félicien Avlessi a décidé que les étudiants s'habillent un peu plus décemment. Il ne faudrait pas déplacer le débat puisque certains donc ont commencé par orienter le débat vers les étudiantes, les habits que portent les étudiantes, alors qu'il s'agit de tout le monde. Les hommes aussi s'habillent mal. Comment peut-on se rendre à l'université, par exemple, en débardeur? Ce n'est pas possible. Un étudiant qui se rend à l'université en débardeur, c'est pour la maison, c'est pour prendre de l'air sur sa cour, ce n'est pas pour sortir de la maison. Et donc, je pense quand même que cette décision a fait couler, ou du moins continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Laurent Roland Tonekes, voilà une décision qui a été prise et qui a certainement des raisons qui l'ont motivée. D'abord, je remercie déjà pour la question. Je crois qu'il faut d'abord resituer le débat parce que, oui, pour certains, cette décision vient pour un temps soit peu limiter les harcèlements sexuels qu'on aurait pu observer sur l'université. Mais moi, je dis au-delà de ce phénomène, je crois que l'université est un rôle de savoir. Et on y vient pour acquérir, en tout cas, l'éducation, la connaissance, bien évidemment. Oui. Et toute maison a des normes. Une maison qui n'a pas de normes est une maison vouée à l'échec, à la longue. On ne peut pas accepter de venir à l'université et se permettre de faire ce qu'on veut, comme si on va dans la cour du roi Péto. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter les décisions de l'université, restez chez vous.
purement et simplement. Parce que vous n'êtes pas les premiers étudiants dans votre vie. Des gens ont été étudiants avant vous. Ils ne seront pas les derniers. Et vous ne serez pas les derniers. Nous avons été étudiants, mais on ne s'est pas permis de porter des trucs comme ça. Des jeunes garçons que vous voyez en jean taille basse et puis fesses dehors, mais avec des caleçons dehors, peut-être qui n'ont même pas lavé, qui ne lavent même pas, qui sont assez sales. Parfois, c'est une bêtise qu'on observe. Et des filles qui pensent qu'elles viennent à l'université pour de l'exhibition, pour des défilés de mode, à la limite. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. Parce que j'ai donné un exemple dans la semaine. Vous voyez les cadres qui sont dans la fonction publique. Quand il arrive de faire le second cycle de l'université, de l'ENEAM ou de l'ENAM, ils portent les uniformes. Donc, à ceux-là pourraient porter les costumes pour aller venir au cours. Mais il y a une norme au niveau de l'ENAM. Tu dois porter l'uniforme, quel qu'en soit le rang que tu as. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, prendre des décisions va faire jaser autant où on pense que c'est trop aller? Non, je crois que l'université doit pouvoir se fixer des normes et les normes doivent être respectées. Quiconque ne voudrait pas respecter les normes, qu'ils sortent. Autant qu'ils sont les étudiants, quand ils vont dans les universités privées, regardez les universités, ils ont des uniformes qu'ils portent. Absolument. Allez je ne vais pas citer, il y a sinon vous allez passer au service commercial tout de suite. Je connais au moins 3 universités privées dans la zone de Kavi. Il y en a à Bidou-Sessi, il y en a à Bodjon, il y en a à Wekehonou, Carrefour, Pavé-Kékou. Ces universités, pour ne pas citer leurs noms, ils ont des uniformes. Les étudiants portent des uniformes. Et donc, ce n'est pas parce qu'à l'université, dans les facultés, on ne vous impose pas de porter l'uniforme que vous allez vous permettre de faire n'importe comment de l'exhibition. Allez à la FSA, les gens portent des uniformes. Pourquoi l'ENSIC, pourquoi les gens portent des uniformes? Il y a STEAM, je sais quoi, il y a tellement d'universités, de filières. De dénomination maintenant à l'université. Mais ces filières, les gens portent des uniformes. Maintenant, quand on vous donne, la possibilité de porter une tenue que vous voulez, mais que vous pensez que vous devez venir faire de l'exhibition, un défilé de mode, il va falloir mettre fin à la récréation à un moment donné. C'est vrai que ça ne saurait remplacer la lutte contre le harcèlement sexuel. Ça ne saurait être un élément pour limiter le harcèlement sexuel parce que même si vous mettez une femme en boubou, celui qui est vicieux... Une femme voilée. Celui qui est vicieux là, quand il va voir la femme voilée... Sa silhouette. La silhouette, le simple fait de savoir que c'est une femme déjà suffit pour que lui l'aide. Sa tête tourne. Il y en a qui sont malades naturellement comme ça. Donc, ce n'est pas une raison. Mais je crois que pour l'éthique et pour la morale, pour une bonne présentation, pour les préparer à savoir comment s'habiller décemment pour l'avenir, parce qu'ils sont censés être des cadres, censés être des modèles. Parce que quand... C'est des mères de mères. Oui, mais une femme qui porte n'importe comment à l'université, qui prend l'habitude de porter, je crois que... Les hommes aussi, on ne parle pas hommes et femmes, j'ai bien dit, les hommes ici, qui portent, les jeunes frères qui portent les tailles basses, les fesses, tout est sale même d'ailleurs, c'est que ça dégoûte. Mais ils sont prêts à exposer ça. Donc, je crois que c'est des gens comme ça, il faut leur apprendre à bien s'habiller. Parce que, vous imaginez... Vous voyez comment le chef de l'État s'habille? Oui. Vous voyez comment c'est, même si parmi il y en a qui portent le bomba. Différence entre costume bomba et veste, bien évidemment. Oui. Donc je crois que, oui, quand on voit le chef de l'État s'habiller, moi j'aime bien... Vous avez du plaisir à le voir. À le voir et le copier. Ouais. Parce que parfois quand il porte des choses, je vais chercher les mêmes couleurs, aller acheter pour voir. Oui, parce que les gens apprécient. Donc, mais quand vous portez ce truc-là pour vous exhiber, pour faire tout ça, alors qu'en réalité, d'ailleurs même, déjà, il y a des milieux dans lesquels quand vous voyez, vous allez vers cette tenue, on a des préjugés sur vous. Même si vous êtes de bonne moralité, même si vous êtes intelligent, vous êtes compétent, on a une première idée sur vous. Et cette première idée, c'est-à-dire, ça guide toutes les décisions qu'on peut prendre à votre égard. C'est ça. Très bien, Laurent Roland-Tonekes. Nous allons nous tourner maintenant vers Carlos Ousougan, qui est directeur de Radio Univers, qui est donc quotidiennement dans le microcosme universitaire, qui connaît les réalités. Comment cette décision a été accueillie à l'université d'Abomey-Calavi? Alors, Maurice, avant de parler de la réception de cette décision, qu'il me soit d'abord permis de contextualiser un peu le débat par rapport à cette décision. Allez-y. Et à cela, je dirais que c'est une décision qui, pour moi, est une audace dans une société déjà corrompue. Ah oui. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'écosystème universitaire du campus d'Abomey-Calavi, on y voit presque tout. C'est vrai, il y en a qui pensent que l'université, c'est une république à part, où il y a presque
toutes les défiances possibles de la vie. Vous verrez des jeunes filles qui portent de n'importe quoi, on dirait des gens qui vont à une kermesse à la plage pour se divertir, mais quand même qui vont pour suivre des cours. Vous verrez des jeunes garçons qui se mettent dans des... Laurent l'a dit tout à l'heure, qui s'habillent d'une façon... On dirait que c'est des gens qui ne savent pas ce pourquoi ils sont à l'université. Pas de destroy. Il y a quelque chose qu'ils appellent destroy, non? L'autre chose qu'il faut y voir, quelle est l'éducation que la société, la jeunesse a aujourd'hui dans la société? Quand vous prenez, pour moi, ce qui éduque mieux, c'est les arts. Ce sont les arts, quand je parle des arts, la musique, la littérature et autres. Quand vous allez dans le domaine littéraire aujourd'hui, quelles sont les œuvres qui sont beaucoup plus appréciées par les lecteurs? Quand vous allez dans le domaine musical, quand vous venez au Bénin, quelles sont les musiques qui sont les plus écoutées par la jeunesse? Je ne vais pas citer les artistes ici, et vous verrez même des autorités qui malheureusement font photo avec ces artistes qui ne chantent que rien que de la perversité, ou qui ne chantent pour toucher à la pudeur, mais rien ne se fait. C'est pourquoi je disais que cette décision qu'a prise le recteur, c'est une audace dans une société déjà corrompue. Maintenant, pour revenir à votre question, corrompue par des situations déplorables, sur la réception que les étudiants ont, comment ils ont appris cette nouvelle? La plupart ont apprécié cette décision du recteur, même si ils sont restés sceptiques parce que ce n'est pas la première décision que le recteur, le professeur Félicien Ablessi a prise dans ce pays. D'ailleurs, parlant de première décision, il avait pris une décision où après 19 heures, on ne doit pas franchir les limites universitaires, quelque chose comme ça. Pour venir à l'université, pour rentrer, qu'il faut présenter sa carte pour montrer qu'on est étudiant. Mais je ne vous apprends rien. Vous pouvez aller faire le constat avec vos caméras pour y voir comment cette décision est appliquée sur le terrain. L'université est toujours ouverte. Il y a toujours est-il qu'il y a des trous, des murs cassés partout. Les gens ne peuvent prendre pas pour venir à l'université. À 1000 portes. Quand vous allez à l'université aujourd'hui, l'obscurité qui règne, ça a de quoi à questionner. Mais quand on prend une décision comme pour sécuriser, il faut avoir sa carte. Et depuis que cette décision a été prise, à moins que peut-être que je ne sois pas là et qu'on a vraiment exécuté la décision, on a vu les gens contrôlés à l'entrée, surtout qu'il y a plusieurs entrées et qu'il y a même des entrées qui ont été créées par les étudiants eux-mêmes. Donc il y a de quoi. Voulez-vous dire que cette décision sera une décision de plus? La décision sur les tenues vestimentaires, je trouve que c'est une audace parce que la société aujourd'hui... Est-ce que vous pensez que ce sera une décision de plus prise par le recteur? Le besoin est là, parce que nous sommes à une époque où il y a des lois qui protègent contre le harcèlement. Il y a également des lois pour... je ne vais pas parler des lois. Il y a également que la société, elle est... mais nulle part le recteur n'a parlé de harcèlement dans sa décision. Il invite les étudiants à mieux s'habiller. À mieux s'habiller. Donc, en ce sens. Et les professeurs ont déjà commencé par mettre en pratique cette décision. Des étudiantes seraient donc, ils ont donc soustrait, je vais dire, des étudiants du cours parce que elles sont mal habillées. C'était des femmes, ces étudiants. On verra l'application de cette décision pour voir si réellement quelque chose se fera. Parce que déjà, pour les autres décisions, il y a une décision qui a interdit à un leader, un soi-disant leader qui s'est nommé révolutionnaire, qui est une décision qui lui a interdit de venir encore à l'UAC. Mais on a vu comment cette décision a été appliquée. Je parlais de la décision sur la sécurité où on doit contrôler les cartes. On a vu ce que ça a donné sur le terrain, où pratiquement rien ne se fait réellement pour montrer qu'il y a une telle décision. Maintenant, par rapport à cette décision, la question que moi je me suis posée, est-ce qu'il y aura une police vestimentaire
pour surveiller les entrées. Ou bien est-ce qu'il y aura des surveillants généraux? Il y aura des surveillants généraux avec des cravaches qui vont se promener à l'université, chicoter ceux qui vont. Je vais postuler si l'université veut recruter des surveillants généraux. Les surveillants généraux pour surveiller ceux qui sont mal habillés. Et Laurent Roland, Tony Ikes, cette décision, est-ce que ce sera une décision de plus? Mais je ne le pense pas parce que c'est aux professeurs de mettre cette décision en application et de sortir les étudiants mal habillés de leur cours. Je crois et que ça aurait été déjà un début de changement. Ce ne sera pas une décision de plus. Très bien. Je crois qu'une fois que la décision a été prise, que le recteur mette en œuvre tout ce qu'il faut faire pour faire respecter cette mesure-là. Parce que cela participe de l'éducation de nos enfants. Cela participe. Parce qu'en fait, vous savez, c'est vrai, je l'ai dit, ça ne saurait être un moyen de lutte contre le harcèlement sexuel. Mais vous savez, il y en a qui viennent à l'université dans le but de s'exposer elles-mêmes. Exposer leur corps. Exposer leur corps parce que... espérant de la facilité. Parce qu'elles n'ont il faut le dire, elles n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête. Et là, pour elles savent qu'en faisant ça, elles peuvent s'exhiber. Et sachant qu'il y aura des faibles, en tout cas l'homme étant pas nature faible, il y en a qui sont plus faibles que d'autres, qui facilement peuvent céder à ces manœuvres-là. Et donc, c'est leur stratégie pour passer en année supérieure, pour nous faire les cadres demain qui n'ont rien dans la tête dans leur bureau, qui sont là à s'énerver tout le temps. Mais moi, je dis, dans une certaine mesure, il faut, au-delà de ce que ce soit les filles, il y a les garçons aussi, il faut faire respecter cette mesure. Il n'y a pas de débat en la matière. L'étudiant qui vient à l'université avec son jean et s'habille n'importe comment, comme un artiste qui veut aller prester sur un podium, il faut le retourner chez ses parents. Si ses parents ne peuvent pas prendre des mesures pour l'éduquer à la maison, que l'université l'éduque et le ramène aux normes. Que la fille qui sort de la maison avec une tonne de mèche sur la tête, alors qu'en réalité tu allais étudier, comment on peut garder quelque chose dans la tête en ayant une tonne de mèche sur la tête? Il y a des cadres, regardez, il y a des ministres, regardez leur coiffure. C'est modéré. Puis, pourtant, ces gens ont des millions, peuvent mettre les mèches naturelles qu'elles veulent là, 300 000, 1 million sur la tête. Pourtant, il ne le faut pas. Mais c'est les étudiantes que vous voyez avec mèches naturelles, c'est une mèche de 300 000 sur la tête, et puis, tout le temps avec des tenues pas possibles qui veulent crier de la pagaille au sein de l'université. Je crois qu'il faut mettre fin à la pagaille finalement et leur dire, écoutez, si vous voulez étudier, vous vous soumettez aux normes de l'université, ou soit vous retournez chez vous, vous allez étudier chez vous, ou soit vous allez dans les universités privées. Mais je sais que là-bas, au moins, si vous allez dans une université privée au Bénin aujourd'hui, vous allez porter uniforme. Vous pouvez avoir une tonne de mèches sur la tête, ce n'est pas impossible là-bas. Mais je sais que là-bas, puisque vous voulez faire exhibition là-bas, on vous renvoie de l'autre côté là. Allez dans les universités privées. Vous savez que là-bas, c'est uniforme. Ça, c'est du blanc sur du rouge, ou c'est du blanc sur du noir. Même pour coudre ces uniformes, il y a des formes que les tailleurs... Non, mais écoutez, à l'ENAM, est-ce que vous avez vu des tenues extravagantes avec les uniformes à l'université? C'est que ça ne... C'est pas criard comme les universités privées. Maintenant, dans l'université privée, c'est-à-dire que tu peux aller faire jupe, ça peut même montrer ta cuisse là, ou même ta hanche là-bas. Mais ce que si tu seras dans blanc-rouge, ou blanc-noir, ou blanc-bleu, tout au moins là-bas. C'est-à-dire que tu peux centrer jusqu'à même t'asseoir, c'est problème, mais tu portes blanc. Tu portes uniforme. Donc, ça veut dire que si là-bas il y a uniforme et qu'ici on te donne la liberté de porter ce que tu veux, quand même, habille-toi décemment. C'est pas autre chose. Est-ce que ce serait trop demandé de régler ce problème définitivement en demandant à chaque filière d'avoir son uniforme? Oui, mais écoutez... Je vais prendre l'avis de Carlos. Dans chaque filière, d'avoir son uniforme, je pense que ça peut créer des tollés, surtout dans les facultés classiques où il y a un nombre important d'étudiants pour contrôler la flash à son uniforme, la FASEG son uniforme. Pour contrôler la masse, on va dire, ça va créer d'autres choses. Surtout que les étudiants, toujours est-il qu'ils sont dans cette allure de revendicataire, et toujours est-il qu'ils ont de quoi revendiquer si on va leur imposer des uniformes. Ça peut créer encore d'autres frais à payer pour ceux qui sont dans les facultés classiques, pendant qu'il y a des frais plus sérieux pour les études. Mais ce que je pense qu'on peut faire, c'est ce que le recteur est en train déjà de faire, de prendre une décision tout au moins qui
va interpeller à la conscience, une décision qui va rester, peut-être qui va rester dans leur psychologie, sachant que désormais il y a une décision qui existe. Quand je m'habille mal, on peut, même si on ne me sort pas, même si on ne me dit rien, au moins il y a une décision qui refuse à ce que je m'habille mal. Au moins je crois que sur ce plan-là, on peut comprendre la décision du recteur, mais imposer d'emblée à chaque faculté d'avoir des uniformes. Vous trouvez que ce serait trop demandé? Ce serait trop demandé pour les étudiants, surtout ceux qui sont dans les facultés classiques, parce que c'est toute une masse à gérer. Oui, mais je crois que c'est le prix à payer si l'on sait que ces personnes-là qui s'habillent mal, ces jeunes hommes, ces étudiants, ces étudiantes ont des familles et qui quittent des maisons, ou du moins qu'ils voient quel regard porte sur eux la société et qu'ils traversent des milieux jusqu'à venir à l'université sans savoir qu'ils ne sont pas bien habillés. Il y a problème. Il va falloir aller de façon radicale. Je vois la préoccupation de Carlos, peut-être parce que là, ça va être un fonds de commerce et manipulé par certaines personnes. Mais je crois que même au-delà, pour éviter ça, c'est tout simple. Hein, on dit à la flaque, par exemple, que là, c'est du blanc sur du noir. C'est tout simple. Tu peux aller jeter ton tissu à Tokpa ou à Misebon. Comme les restaurateurs, les services traiteurs. Mais il y a une université qui porte blanc sur noir. Les gars mettent cravate noire et même ils ont le logo en tout cas. Mais ça c'est un peu compliqué. Mais attendez. Prenons par exemple, je vais vous laisser. Prenons par exemple une faculté comme. Je vais prendre au hasard. Où il y a l'effectif. Non, même FASEG, il y a même. Il y a une uniforme. Il y a une uniforme. Les économies payantes, il y a des gens qui portent des uniformes. Même, je crois même à la gestion en deuxième année, je pense qu'ils portent des uniformes. Également des uniformes. Prenons par exemple une faculté où on enseigne peut-être les arts. Et vous leur dites, bon, vous devez être en noir sur blanc, tout ce que vous venez de proposer. Je pense que l'uniforme ne va pas forcément refléter à ce que ceux-là apprennent dans cette faculté. Donc pour moi, leur imposer d'avoir une tenue uniforme, ça serait un peu compliqué. Mais on peut exiger des normes, comme le recteur l'a fait, mais en y mettant du sérieux, en y mettant de la rigueur, en y mettant aussi, pourquoi pas, il a interdit les débats des séances de sensibilisation. Ça serait même, disons, l'un des aspects sur lesquels la collaboration entre les responsables étudiants et le rectorat pourront s'entendre cette année pour dire maintenant, vous allez sensibiliser vos camarades sur les tenues, parce que tel que ça se passe, ce n'est pas bien. Nous sommes à l'université, et l'université, c'est le haut lieu du savoir. Et à un haut lieu du savoir, il faudrait avoir des comportements qui reflètent vraiment à ce savoir-là. Et on va conclure avec ce thème. En somme, une bonne décision prise par le recteur? Une très bonne décision prise par le recteur qui doit être appliquée sans état d'âme. Bon, une décision que le recteur a prise comme d'autres, mais on attend de voir l'application. C'est l'étudiant qui a parlé en réalité. L'étudiant qui a parlé, c'est pas le professionnel qui a parlé. Parce que le professionnel n'allait jamais avoir cette réaction. Non, pas forcément l'étudiant. Le sang étudiant, vous n'avez pas totalement quitté l'université. Il y a toujours le sang. Bon, on a aussi pris par là. Hein. Oui, les réalités, nous vivons les réalités. On les côtoie. C'est ce que je dis, vous n'avez pas encore quitté le milieu. On a vu d'autres décisions qui ont été prises. L'application, ça flotte. Carlos, ce que je dis, c'est tout simple. C'est qui à votre place, je dirais la même chose. Parce que donc, on va voir. Passé, j'avais les mêmes réactions parce qu'il était encore dans le milieu studiantin. Mais du professionnel que je suis aujourd'hui, par rapport à vous qui êtes encore dans le milieu, je suis sûr que les avis seront toujours partagés. Absolument. Je suis d'accord avec vous, Carlos Ousougan. Nous allons passer au deuxième sujet de ce débat, mesdames, messieurs. Opposition et quitus fiscale. Une aiguille dans une boîte de foin. On s'interroge. Et donc, vous le savez, les démocrates, la nouvelle force nationale et puis la grande solidarité républicaine, c'est des partis de l'opposition, si vous ne le savez pas, qui ont donc dénoncé cette semaine le problème lié à l'obtention du quitus fiscal. Ces responsables de partis sont allés même jusqu'à tenter de rencontrer le directeur général du
service des impôts. Et puis, voilà, ils n'ont pas pu, ils ont rencontré son représentant. Mais ils estiment, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, ils estiment que le quitus fiscal ne se délivre pas comme cela se doit. Et puis les journaux d'aujourd'hui en ont parlé. Quand on prend Dynamisme Info, voyez-vous ce que le journal affiche. Eh bien, le journal parle des législatives 2013 comme en 2023 comme en 2019. Le journal l'a écrit, c'est Dynamisme Info. Donc, il est important de se pencher sur cette question. Laurent Roland-Tonnet-Ikes, opposition et quitus fiscal, une aiguille dans une boîte de foin. Est-ce qu'on devait s'y attendre? Est-ce qu'on devrait s'attendre à cette difficulté que vivent certains partis pour l'obtention du quitus fiscal? Est-ce la faute de la DGI ou du moins c'est la faute aux candidats qui n'ont pas très tôt peut-être rempli leur devoir vis-à-vis des caisses de l'État en ce qui concerne la fiscalité? Quand on remonte à... Nous sommes en octobre maintenant. Nous sommes en octobre. Quand on remonte au mois de juin, avril, mai, juin, au juillet, je crois que j'ai toujours dit, il faut qu'on soit dans le processus, en plein dans le processus, et qu'on organise les élections en janvier 2023 en incluant tout le monde pour que je sois sûr de ce que, oui, pour une fois au moins, tout s'est passé comme pourraient le souhaiter les Béninois. Pourquoi? Parce que je crois que quand on suit le débat sur le quitus fiscal aujourd'hui, qu'on sait que cet élément a été un problème assez essentiel dans la condition des dossiers en 2019, et ce qui a contribué à l'exclusion d'un certain nombre de personnes et des candidatures de certains partis, et que on n'est pas pour autant surpris parce qu'on voit que c'est un bis repetita d'une situation qu'on a déjà connue et qu'on aurait cru derrière nous déjà. Mais malheureusement, on constate que c'est encore là. Et c'est ce qui me choque le plus, c'est que quand on en arrive à dire que les partis de l'opposition aillent à la direction des impôts pour rencontrer le DG Impôts et qu'on nous dise qu'il est occupé, c'est une question d'intérêt national. Et le DG Impôts doit pouvoir se mettre à la disposition des acteurs politiques pour leur dire ce qui se passe réellement. Parce qu'aujourd'hui, il est tout fort peut-être sous Patrice Talon. Il se peut que demain, ce soit quelqu'un d'autre de cette équipe qui soit président et qui soit cadre pour le servir. Et donc, la manière dont vous servez les gens quand ils sont en difficulté, cela, c'est dans une certaine mesure. C'est de cette manière-là que vous serez demain, quand vous serez, ils auront la même position. Et vous retournerez l'ascenseur. Bon, oui, c'est toujours pas bon, mais du tout, même vous-même, vous n'allez même pas avoir le courage d'aller les affronter, d'aller les rencontrer. Je crois que, question de quitus fiscal, les gens ont évoqué un certain nombre de questions. Il faut faire l'effort de donner aux citoyens ce qu'ils doivent pouvoir avoir pour être candidat. Si quelqu'un n'est pas à poser des actes qui ne sont pas légaux et qui font qu'aujourd'hui, difficile de lui donner le quitus fiscal, dites-lui la vérité. Dites-lui, monsieur, par rapport à tel domaine, à tel endroit, tu as raté un pot il y a 2 ans peut-être. Dites la vérité pour qu'il se prépare pour vite aller avoir sa pièce. Mais quand on se tait et qu'on attend les derniers jours pour peut-être sortir maintenant une autre pour dire voilà tel temps, sachant que dans cette période-là, les gens vont en difficulté, ce n'est pas bien. On parle de 25% de personnes, en tout cas de ces candidats, potentiels candidats de ces formations politiques qui n'ont pas reçu le quitus fiscal. Cela suppose qu'on hypothèque la constitution de quitus fiscaux. Quitus fiscaux, pardon. Et on hypothèque les candidatures à ces niveaux. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il se peut que ces gens n'aient pas la possibilité d'aller aux élections parce que insuffisance de candidature. Et ça peut amener les mêmes problèmes. Insuffisance de candidature, parce qu'il faut un certain nombre de candidats. Oui, et tous ces candidats doivent obtenir leur quitus fiscal. Voilà. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils ne peuvent pas présenter... Pour chaque candidat, chaque parti, c'est 109 candidatures avec 109 suppléants. Il faut ça. Maintenant, quand vous faites ça et qu'une formation n'en parle, les 109 candidatures, les 109 suppléants, ça pose un problème. Parce que la liste sera purement et simplement rejetée au niveau de la Sénat. Et là, bonjour les dégâts encore. Donc, on ne souhaite plus avoir ce qu'on a vu en 2019, en 2020 et autres. Je demande pardon aux autorités, surtout à la direction générale des impôts. S'il y a un travail à faire, faites-le. S'il y a des informations à donner aux gens à temps, donnez-leur ces informations pour qu'ils aillent se préparer. En faisant ça, ils ne rendent pas service à Patrice Talon. Parce que la communauté internationale nous observe.
C'est vrai qu'on dira que oui, on n'a plus besoin de communauté internationale aujourd'hui. Mais il y a toujours quelque part qu'on a besoin de la communauté internationale. La communauté internationale. Oui, quand on a des problèmes parfois, on sait qu'il y a communauté internationale. Mais quand on veut bomber le torse, on se dit qu'il n'y a pas de communauté internationale. Parce qu'on est un pays souverain. Oui, pays souverain, ça veut dire que ça respecte ses engagements. Et ça permet à tout le monde d'aller aux élections. Si tant est que chacun est prêt pour les élections, qu'on le laisse aller aux élections et que le peuple tranche. Mais les manœuvres qui visent à freiner et à bloquer certaines personnes, ce n'est pas bon pour notre image. Parce que, chef, aujourd'hui, on peut se retrouver en position de faiblesse demain. Nul n'est éternel et rien n'est éternel. Est-ce que ces personnes-là, Carlos Ousougan, qui peut-être ne sont pas de mauvaise foi, ne reçoivent pas des ordres pour pouvoir peut-être ne pas accomplir la mission qu'elles devraient faire? Bon, le dit comme ça, pour moi, ça serait d'aller beaucoup plus en besogne. Parce que c'est vrai que le temps qui est imparti, la date butoir, on connaît ça, et il y a de quoi les dépôts des dossiers ont démarré aujourd'hui. Il y a de quoi. Et les gens se plaignent de ne pas obtenir le quitus fiscal et ne savent pas les raisons pour lesquelles on ne leur dérive pas le quitus fiscal. Il y a de quoi à s'inquiéter. Mais je crois que en l'état, eux aussi, ce n'est pas au moment où on a lancé les candidatures qui vont commencer par ça lamenter. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, vous venez de citer le nom de au moins 3 partis politiques. Il y en a 2 qui, j'avoue, c'est maintenant, moi, j'apprends qu'il y a ces partis politiques. La nouvelle force nationale, la grande solidarité républicaine. Donc, pour vous dire quoi, nous sommes sur un terrain politique. Et sur un terrain politique, il y en a qui pensent qu'il y a des stratégies pour se faire victime, pour se faire lier. Il y a ça qui ne peut pas occulter dans les analyses. Maintenant, sinon on risquerait de donner raison à ce cri-cri sans pour autant savoir si véritablement ce qu'ils avancent, si c'est vrai ou pas. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, je crois que la DG aussi aujourd'hui a de quoi à se faire entendre pour situer les faits, parce que ce sont les élections législatives. C'est un acte fort pour la nation. Donc, pour de telles accusations, pour de tels propos, je crois qu'il est de bon ton que le directeur général des impôts puisse... de son mutisme, de son silence, pour clarifier, pour dire ce qu'il y a. Situer chaque Béninois pour que des dérives, des affres du passé que le Bénin a connues ne surgissent pas à la surface par rapport pour ces élections qui sont en gestation. Est-ce que demain, il sera tenu responsable s'il y a des déconvenus et que les gens ne recevaient pas le quitus fiscal? Mais il faut aller voir ce qui pose réellement le problème. Le seul aspect, ou le seul reproche qu'on pourrait faire à la DGI aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression qu'ils sont restés dans un certain mutisme qui ne favorise pas de savoir qui dit la vérité. Et là, d'emblée, on peut lui coller et que la responsabilité lui est imputée parce que qui ne dit rien consent. Maintenant, par rapport à ceux qui crient aujourd'hui, vous savez, au Bénin, depuis un certain moment, il y a aussi cette stratégie de l'opposition qui est constituée que de crier, d'alerter, même si on n'est pas à cette étape de crier, de vociférer pour faire voir que quelque chose ne va pas. C'est une stratégie de l'opposition pour montrer aux populations que ça ne va pas. Et c'est leur stratégie. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais l'autre chose qu'il faut y voir, par rapport à cette affaire, je crois que le directeur doit donner son avis. Il doit sortir. Donc, pour l'année 15, vous avez écouté Carlos? Oui, est-ce que c'est vrai que les opposants, c'est une manière les opposants ont parlé jusqu'à la DGI, en tout cas, de faire allumer les projecteurs sur eux. C'est leur rôle, c'est leur droit, parce que quand on est sous l'arbre et qu'on ne parle pas, vous recevez la fiente d'un oiseau sur votre tête. Donc, c'est normal qu'ils parlent. Mais je veux déjà dire à Carlos que par exemple, quand la DGI avait dit que la plateforme était ouverte pour avoir les quitus fiscaux, il y a un opposant qui est monté pour dire que la plateforme n'était pas encore fonctionnelle. Moi, j'ai essayé ça. Au moment où on nous a dit que c'est lancé, ça ne fonctionnait pas. C'était un problème. Il y avait un retard déjà dans le temps.
Et à ce niveau maintenant, quand les gens déposent et qu'il y a un problème, dites-leur le problème qu'il y a. Si vous ne communiquez pas, ce n'est pas bien. Et Maurice demandait si en réalité, est-ce que le DGI sera le seul responsable Oui, écoutez, face au déconvenu. je suis candidat, je dépose le dossier pour avoir mon quitus fiscal, je ne l'ai pas. Pour moi, je m'en prends au DGI, M. Yenoussi, pour dire que c'est lui qui m'a pas donné. Surtout quand on ne vous explique pas les raisons. Je dirais que c'est lui. Toute ma vie, je dirais que c'est lui. Je ne dirais pas que c'est Patrice Talon. Je ne dirais pas que c'est le ministre des Finances, Romuald Wadaini. Je dirais que c'est M. Yenoussi qui ne m'a pas délivré mon quitus fiscal. Ce qui est à lui de dire, je n'ai pas donné quitus fiscal parce que j'ai reçu des instructions. Si vous recevez des instructions et que vous pensez que ça entache votre crédibilité, déposez le tablier et partez pour dire au peuple, ce n'est pas moi. Mais si je n'ai pas satisfaction, je dirais que c'est vous qui êtes en poste et que c'est vous qui devez me donner le papier. Et vous ne m'avez pas donné. Sur quelle base, je ne sais pas. Et si vous ne me donnez pas des éléments clairs sur la note de délivrance de cette pièce, je dirais toujours que c'est vous mon problème. C'est vrai, on dira que oui, il peut recevoir des institutions, mais quelle institution peut-il recevoir jusqu'à mettre en jeu son honorabilité et sa crédibilité? Ça pose un problème. Et c'est pourquoi le cadre doit pouvoir se mettre dessus de la manière à un moment donné. Je ne dirais, les gens ne se moi, pour moi, là, si les gens n'ont pas quitté le fiscal, là, ils n'ont qu'à laisser Patrice Talon aller s'attaquer à M. Yenoussi. C'est lui qui est censé, leur délivrer cette pièce. Si M. Yenoussi se voit en difficulté, incapable de délivrer la pièce et qu'il voit que c'est parce qu'on l'en empêche qu'il dépose le tablier pour qu'on voit clair. Si c'était une fausse alerte, pas une fausse alerte. Je le dis ainsi, peut-être que la responsabilité peut-être est beaucoup plus imputée à ceux qui crient aujourd'hui qu'à la dit. Parce que juste là, c'est vrai que la direction des impôts n'a pas encore dit son mot. Et là, on dirait que... Et jusque-là, certains en ont reçu 25%. Est-ce que vous avez suivi la déclaration des opposants? Ils l'ont dit, ce n'est pas maintenant qu'ils l'ont déposé. Ils l'ont déposé depuis un moment. Et certains l'ont reçu et certains ne l'ont pas reçu. Et quand vous ne recevez pas dans un délai, on doit pouvoir vous dire dans le délai ce pourquoi vous n'avez pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'information. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce soit une fausse alerte. Parce que le problème, c'est qu'il vaut mieux, même si c'était une fausse alerte, il vaut mieux alerter pour empêcher les manœuvres. C'est tout simple. Bon, juste là, les manœuvres, c'est vrai que sur un terrain politique, tout est permis. Tout est permis. Et c'est pourquoi il faut parler, pour ne pas subir. Est-ce qu'on va craindre le bis repetita? Oui, c'est-à-dire c'est aux acteurs de travailler à cela, que ce soit de la mouvance de l'opposition, que ce soit au cadre, en tout cas de toute façon, aux structures habilitées à organiser les élections, de s'organiser, de travailler pour qu'on évite les situations malheureuses que nous avons connues en 2019 et en 2020-2021. C'est important. Mouvance, faites votre travail. Sénat, faites votre travail. DGI, faites votre travail. Acteurs politiques de l'opposition, faites votre travail, mais dans la paix. Dans le calme, pas de révolte, pas d'appel à la révolte. Mouvancier, si vous pensez qu'il y a quelque chose, vous pouvez faire quelque chose pour aider vos frères de l'opposition, parce que nous sommes tous béninois, nous sommes appelés à nous revoir. Il y a des gens qui sont dans l'opposition, qui sont difficultés, mais qui sont nourris par les gens de la mouvance. Je ne citerai pas de nom, mais ils se connaissent entre eux. Ils se voient, ils savent là où ils se voient pour manger, boire, se foutre du peuple à la limite. Donc, qu'ils s'arrangent pour que le peuple béninois ait la paix en 2023. On ne veut plus connaître ce qu'on a connu. On n'a pas d'autres pays. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va finir. Heureusement, en 2019, ça a commencé, ça a vite fini. Heureusement, en 2020, ça a commencé, ça a vite fini. Mais si ça commence en 2023, qui sait comment ça va se passer? C'est pourquoi chacun doit pouvoir être un vecteur, un acteur de la paix, de sensibilisation pour la paix, des actes de paix, comportement de paix, en toute chose. Si vous êtes à une position et que vous pensez que votre position, du fait de votre position, on vous empêche de faire votre travail pour garantir la paix, et que vous pensez que demain, vous voulez que la génération future ne cite pas votre nom dans les événements malheureux de votre pays plus tard, déposez le tablier et montrez clairement à l'affaire du monde que vous ne voulez pas être coupable d'une situation ou comptable d'une situation. Et donc, c'est tout simple. Oui, on peut craindre les situations
de 2019 et 2021, mais il revient aux acteurs politiques, aux citoyens, de faire le travail. Et aux jeunes, bien évidemment, parce que les jeunes qui malheureusement se sont fait manipuler en 2019 et en 2021 comprendront que les acteurs politiques sont dans leur jeu. Entre eux, ils se chamaillent. Parfois, ils se voient dans les coulisses pour des deals politiques. Et à la limite, parce qu'on a vu comment Roudé et certaines personnes ont traîné les jeunes dans ce qu'on a pu voir par le passé, mais qui sont les premiers à déjà rejoindre la mouvance présidentielle pour aller travailler, parce que c'est leur intérêt qui est en jeu. Donc, aux jeunes, même si les acteurs ne posent pas des actes de paix, aux jeunes de se désolidariser de toute action visant à créer la casse, le disons, dans ce pays. Très bien. Carlos Onsougan, est-ce que ce serait trop dire que de dire que le quitus fiscal est devenu une aiguille dans une boîte de foin? Donc, je pense que c'est une lourde responsabilité pour la direction des impôts qui travaille. Et cette lourde responsabilité est beaucoup plus lourde, permettez-moi la redondance, parce que c'est une affaire d'État, c'est une affaire de la nation. Et quand on parle de la nation, il n'y a pas certains qui ont couleur blanche et d'autres couleur rouge. C'est la nation, c'est les Béninois. Donc, je pense que le directeur général des impôts a de quoi à travailler, à mobiliser ses cadres, parce que la paix aussi, c'est vrai que Laurent appelait la jeunesse tout à l'heure à ne pas suivre, à ne pas faire un suivisme, à aller dans les dégâts comme on l'a constaté et comme ça a été par le passé. Mais l'autre chose, il faut appeler ces acteurs-là aussi à penser à cette peur, à cette paix-là, à travailler à ce que d'aucuns ne soient frustrés ou d'aucuns ne se voient les prérogatives enlevées. Donc, je crois que la paix, ça doit être... Donc, par rapport à votre question, je dirais simplement que c'est une très lourde responsabilité à travailler à ce que tout le monde, tous les partis politiques puissent être servis pour que les élections se fassent dans cette fête-là que les Béninois ont tant aimé. Laurent Roland-Toniquet, ce n'est pas que l'opposition qui s'est plaint. Nous avons entendu un parti de la mouvance se plaindre également du quitus fiscal. Est-ce que ce ne sera pas trop osé de vous demander si réellement certains partis de la mouvance qui n'ont pas fusionné avec les grands partis risquent de ne pas participer aux élections? Il revient aux responsables de la mouvance présidentielle de décider de faire de ces partis ce qu'ils veulent. Mais toujours est-il qu'on sait que ces partis soutiennent le chef de l'État, on l'a toujours dit. Et le chef de l'État ne l'a jamais démenti. D'ailleurs, pour la présidentielle, il est allé rencontrer les responsables, les membres de ces formations politiques. Je ne vous apprends rien. Donc, si demain, il y a des manœuvres pour écarter ces formations politiques, il revient au pouvoir en place de nous dire de le faire pour que nous soyons là juste pour observer. Mais ce que je peux dire, c'est tout simple. Je crois que ce parti qui prend la parole ces derniers temps pour dénoncer et alerter, ce parti qui nous dit soutenir le chef de l'État, qui prend des décisions, qui prend la parole pour alerter et dénoncer. On parle du Moël Bénin, oui. On peut appeler le nom du parti. Jacques Ayadi, c'est qui doit toucher dans la mouvance présidentielle. Il faut que les opposants peuvent se plaindre. Mais c'est pas lui il ne peut pas se plaindre. Peut-être que c'est une stratégie politique aussi. Pour nous montrer que, justement, j'en viens pour nous dire, oui, peut-être que c'est l'élément perturbateur qu'on met dans la balance. Je vous vois venir. C'est peut-être l'élément perturbateur qu'on met dans la balance pour dire, mais écoutez, opposants, vous criez, mais il y a quelqu'un qui nous soutient aussi qui n'a pas le quitus fiscal. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je prends les prises de position. Vous voyez des stratégies politiques partout. Je ne vous comprends pas. Mais écoutez, nous sommes sur un terrain politique. Il faut parler politique. Nous parlons politique terre à terre. Et c'est ce qui se passe en politique terre à terre. Pour moi, Jacques Ayadi, est dans la diversion, tout simplement. Parce que si quelqu'un doit se plaindre, ce n'est pas lui qui doit se plaindre. S'il se plaint alors, peut-être qu'on lui a dit d'aller se fondre dans un parti, il n'a pas voulu. Non, qui se donne les moyens. Et que s'il y a des éléments chez lui qui n'ont pas le quitus fiscal, qui se posent les bonnes questions. Et il sait qui a appelé pour poser son problème. Pendant que les opposants ne peuvent pas oser appeler directement quelqu'un pour demander d'intervenir pour eux. Mais je sais que lui, il a la possibilité parce que quelqu'un l'a mis à une pause de responsabilité. Il est là, malgré tout, il est encore à ce poste depuis des années. Donc, il sait à quelle porte frapper pour avoir solution. Qu'il ne vienne pas pleurer. C'est comme on dit en fond, moi, il y a vu, mais
Et vous avez souhaité que les choses se passent dans la paix et qu'on dérive le quitus fiscal pour que les partis participent aux élections. Mais on a remarqué que les États-Unis ont appelé également à une élection inclusive. Également, les Pays-Bas ont appelé à une élection inclusive. Est-ce que réellement, pour chuter avec ce sujet, ce qui profile à l'horizon, nous aurons droit à ces élections inclusive, Carlos? C'est le souhait c'est le souhait de tous les partis politiques, donc disons par ricochet le souhait de tous les Béninois. C'est un souhait. Vous êtes encore à l'étape de souhait. Est-ce que aujourd'hui vous n'êtes pas capable de dire oui, il y aura élection inclusive ou non? Sur un terrain politique, d'aucuns disent que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. Si le dépôt des dossiers a démarré aujourd'hui, on doit pouvoir être capable de dire que oui, nous aurons droit à une élection inclusive, mais je constate que vous ne pouvez pas le dire encore. Oui, on ne peut pas le dire simplement parce que, juste là, nous n'avons pas connaissance des dossiers que chaque parti a déposés pour savoir s'il n'y a pas de reproches, pour savoir s'il n'y a pas des pièges que des partis, même aussi bien de l'opposition, peuvent tenter de faire pour ceux qui dirigent la Sénat et autres. Non. Ce que je crois, c'est l'aspiration qu'un Béninois doit avoir, c'est que les élections se fassent dans la paix. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique, mais il faudrait que toutes les stratégies politiques puissent aller vers la paix, aller vers l'inclusion, pour que tout le monde puisse se sentir vraiment béninois. Je crois que, si moi j'ai un message ce matin, c'est adressé à Saka Lafia, président du conseil de la Sénat, électoral, qui en fait en réalité aujourd'hui on sait qu'il est UP, et on sait qu'il a été élu député UP, on sait qu'il a milité au sein du parti UP, d'accord, il est l'une des pièces maîtresses, mais je voudrais lui demander de se mettre au-dessus de la mêlée. Parce qu'il s'agit du Bénin. Il a quoi à voir avec les élections? Attention, c'est lui, quand les listes viennent, c'est eux qui tranchent. D'accord? Il faut qu'il comprenne qu'il s'agit du Bénin. Il ne s'agit pas que de sa formation de base, politique de base. Mais qu'il doit travailler à éviter ce qu'on a pu observer en 2019, faute mineure, faute majeure. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions poser des actes qui garantissent suffisamment la paix. Il ne faudrait pas qu'on l'a vu, hein. Et quand il prenait la parole, le conseiller disait grâce à Dieu. Et moi, quand j'ai suivi, j'étais le premier à dire. Et il devait dire quoi? Grâce au diable? Grâce à Dieu, mais lui aussi avait sa responsabilité dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir faire l'effort de se mettre au-dessus de la mêlée pour donner les mêmes chances à tous les partis qui viendront déposer leur candidature. Faute mineure, faute majeure, qu'on n'entende plus parler, mais qu'on aille au concret. Et que les formations politiques aussi fassent l'effort. Parce que ce n'est pas que la responsabilité du Conseil électoral, ce n'est pas que la responsabilité de la Sénat, mais c'est la responsabilité des formations politiques aussi, surtout ceux qui se trouvent dans le rang des opposants, de faire l'effort d'avoir des dossiers irréprochables. Parce que la moindre erreur peut vous valoir une invalidation de liste. Et demain, on ne viendra que dire que les gens ont péché. Non, c'est à eux maintenant de se préparer. Et c'est pourquoi il dit, au-delà du fait qu'il faut alerter, il faut, pendant qu'ils sont en train d'attendre les quitus fiscaux d'autres candidats, il faut qu'ils prennent du temps à revoir encore tous les dossiers de chaque candidat qu'ils avaient déjà par le passé. Et que cela les rassure que oui, tout est irréprochable. Pour que demain, que ce ne soit pas une faute mineure qui en arrive à les invalider, qu'il n'y ait pas. Il faut aller poser des questions à tous les candidats, tous ceux qui leur donnent des dossiers, de rassurer les siens dans des engagements qu'ils ne sont pas candidats encore sur notre formation politique, sur la liste d'une autre formation politique, au point où on va invalider pour doublon. Donc c'est autant de choses qu'ils doivent faire dans leur rang. Mais aux acteurs, surtout Saka Lafia, et je crois monsieur le DG Yannissi de la DGI, qui joue aussi leur partition. Parce que l'histoire retiendra leur nom. Pas le nom de Patrice Talon. L'histoire retiendra leur nom, vous l'avez dit, rencontre Talon, BR et UPR. Enfin, la fin de la récréation des transhumants. Il fallait donc que le président de la République remette les pendules à l'heure. Au cours de la semaine, un journal a titré que les transhumants ont désormais leur queue entre les jambes. Carlos Onsougan, n'était-il pas temps que le chef de l'État siffle la fin de la récréation?
Bon, le dire ainsi, ça serait pour moi, pour ma part, une insulte pour ces partis politiques. C'est comme si les leaders de ces partis eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent, n'ont aucune idéologie à la place que l'idéologie centrale des deux partis qui soutiennent le gouvernement dans ses actions en arrive à ces faits. Parce que pour moi, un parti politique, c'est une idéologie. Un parti politique, c'est un combat d'ensemble. Maintenant, si on en arrive à avoir, c'est vrai que partout où il y a des hommes, il y a toujours des bébés galeuses. On ne peut pas empêcher cela. Mais que ça soit le chef de l'État qui les réunit pour que ça cesse, qu'on ne trouve plus de bébés galeuses, je dirais que c'est une insulte à ces hommes politiques, c'est une insulte à Abdoulaye Biotchane, c'est une insulte à Djogbenou qui fait un travail. Vous voulez dire qu'eux-mêmes devraient siffler la fin de la récréation? Donc ça veut dire et non le chef de l'État. Ça veut dire qu'ils sont là, mais comme d'aucuns le disent en chuchotant dans le pays, que celui qui commande vraiment ces partis politiques, c'est ce que ces partis parlent. Or, un parti politique ne doit pas se résumer à un seul homme. C'est beaucoup d'hommes, c'est beaucoup d'intelligence qui se mettent ensemble pour créer le parti. Mais si c'est le président de la République qui doit siffler la fin, je dirais que c'est une insulte simplement. Et ça ne fait pas, ça n'augure pas quelque chose d'idéal pour un Bénin de futur. Une insulte ou pas, Laurent Roland-Tonné-Ikes, c'est que la fin de la récréation est sifflée. Oui, la fin de la récréation devait être sifflée parce qu'en réalité... Il n'y avait pas ce jour où on entendait quelqu'un quitter le BR pour l'EP, l'EP pour le BR. Cette semaine, ça a été la calmie totale. Calm down. Oui, justement parce qu'ils ont compris. Et je crois que, comme l'a dit Carlos, c'est une insulte vraiment parce qu'en fait, quand on voit des gens ensemble qui créent une formation politique et qui disent qu'ils défendent une idéologie, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces formations politiques, qu'ils m'en excusent, n'ont pas d'idéologie. Leur idéologie, c'est soutenir Patrice Talon. C'est tout simple. Leur idéologie, c'est soutenir Patrice Talon tant qu'il est là. Quand il va quitter, ils vont changer d'idéologie, soutenir peut-être un cul-d'âme qui viendra encore pour devenir président de la République. Moi, je crois que c'est une erreur et que ce qu'on observe du côté des acteurs politiques. Et s'il fallait attendre Patrice Talon avant que ça ne cesse, ça veut dire qu'en réalité, pour autant, Biotchane n'a pas de poids. La preuve, on a vu comment une fois il est attaqué même de l'interne de sa formation politique. La seule formation politique où les gens font l'effort d'être disciplinés, c'est là où il y a Joseph Djogbenou, parce qu'ils savent que là, peut-être c'est l'avocat du chef et que peut-être qu'il y a plus de sérieux. En tout cas, vous êtes beaucoup plus suivi qu'ailleurs et que si vous faites l'erreur, vous pouvez payer ça cash. Mais je dis une chose, tous ceux qui sont des postes de responsabilité, je vais le dire encore ce matin, ils ne sont pas d'accord, mais je le dirai, ceux qui sont à des postes de responsabilité au sein du parti BR et qui ont quitté pour aller vers le BR doivent pouvoir déposer leur tablier. Pourquoi? Ah oui. Parce que c'est dans un pays qui se respecte, celui qui a un poste de responsabilité, ministre ou député ou député ou DG ou tout ça là, va là-bas au nom de son parti. Donc quand vous refusez le parti, vous refusez les avantages du parti. Vous laissez la place à quelqu'un d'autre du parti qui peut occuper la fonction que vous avez laissée. Et c'est là, je rejoins Carlos quand il dit que, oui, c'est le chef de l'État, d'aucuns diront que c'est le chef de l'État qui soutient, qui est le décideur des formations politiques. Et c'est pour ça que les gens peuvent se permettre de quitter ce parti pour aller vers l'autre parti en étant ministre dans son gouvernement et sans que lui-même ne leur dise, écoutez, si vous sortez du BR et que vous êtes ministre dans le gouvernement, alors laissez la place au BR. Ça veut dire qu'on ne considère pas pour autant les formations, mais parce que si on considérait vraiment les formations et qu'on considérait les contributions de ces formations politiques aux victoires qu'on a pu obtenir, on a pu avoir en 2019, 2020, 2021, cela suppose que quelqu'un qui quitte une formation politique a laissé sa place pour quelqu'un de cette formation politique. On fait appel à sa formation politique-là pour le faire remplacer en même temps. Surtout que pour ses positionnements en son temps, quand les élections ont pris fin, on a vu que on a dû stopper d'abord les choses pour régler ça au Parlement et que désormais c'est les partis politiques, les leaders des partis politiques décident qui doit siéger ou pas. Justement, pour les élections communales, vous avez vu que c'est les formations qui ont nommé les maires, c'était maires. Donc ça veut dire que dans cette mesure,
Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien normal que aussi, pour ces ministres et ces DG qui se sont permis de quitter d'autres formations politiques pour aller ailleurs, qui déposent sur le tablé pour permettre à d'autres jeunes qui sont dans ces formations politiques, qui militent aussi, qui ont le profil pour faire ce travail, d'aller les remplacer, c'est tout simple. Et je crois que quand on va finir de faire on va discipliner les gens. Il ne suffit pas de venir, de faire une réunion avec ces formations politiques pour siffler la fin de la création. Mais il faut prendre des mesures pour décourager le fait à l'avenir. Voilà qui est dit, on va conclure votre mot de fin. Je crois que au Bénin, l'idéal que tous les Béninois ont épousé en parlant chaque fois, en voulant chaque fois d'un système partisan, c'est qu'il n'y a plus de la pagaille. C'est vrai que, bon, suivez mon regard, un célèbre auteur a dit que le Bénin est un pays de pagaille, mais il faudrait que dans le système partisan... C'est un écrivain. C'est un écrivain qui a dit ça. Dans le système partisan, il faudrait que... Ah oui, c'est l'écrivain, bon non. Il faudrait J'ai lu le livre. Il faudrait qu'on y mette assez de sérieux. Quelle était l'étude du livre? Il faudrait qu'on y mette vraiment de la rigueur, que ce que le système partisan veut corriger, qu'on n'arrive pas à voir que, bon, malheureusement, le système est là, mais qu'il y a de transhumance. Et quelle transhumance encore? Une transhumance où vous laissez votre place, mais vous jouissez toujours des privilèges de la place. Oui, Laurent Roland Taniquès, votre mot de fin? Oui, c'est tout simple, hein, que les gens se disciplinent enfin pour montrer le modèle. Parce que la réforme du système partisan, c'est pour corriger l'état de ce que nous avons pu observer depuis 1990. Et si on en arrive à encore avoir cette scène assez, à la limite, honteuse en 2022, où on est avec le chef de l'État, mais on se permet de faire les jeux de chaises et on va dans l'autre parti, chacun se lève pour dire ce qu'il pense et faire ce qu'il veut. Il faut attendre tout le temps le chef de l'État pour discipliner les autres politiques. Que chacun se discipline, ce n'est pas bon pour l'avenir. Il ne faut pas attendre tout le temps le chef. Et même déjà, ça montre clairement que quand Patrice Talon ne sera pas là, il y aura une reconfiguration de la classe politique, malheureusement. Parce que les gens n'ont pas encore compris l'enjeu et la leçon. Les gens n'ont pas encore compris l'enjeu et la leçon. Vous l'avez dit, on espère que ces gens pourront comprendre rapidement pour donc un changement de mentalité et des habitudes. Forum des rédactions de ce 28 octobre 2022 fin. De cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé de la révolution vestimentaire à l'université d'Abomey-Calavi. Vous avez suivi les avis de nos débatteurs. Nous avons parlé de l'opposition équitus fiscale, une aiguille dans une boîte de foin. On s'est interrogé. Les débatteurs ont répondu à la question. Et puis, rencontre Talon BR et UPR. Et enfin, la fin de la récréation des transhumants. Les avis sont donc partagés. Mes invités ont donc inviter les uns et les autres à savoir raison garder afin que nous puissions demeurer un pays de paix, havre de paix dans la sous-région et en Afrique et pourquoi pas dans le monde. C'est terminé. C'était à ma droite Laurent Roland Taniquès, journaliste, analyste politique. Merci d'être venu. C'est moi. À ma gauche, Carlos Ounsougan, directeur de Radio Univers. C'est bien la radio universitaire qui émet depuis le microcosme universitaire. La fréquence, c'est déjà 108.0 FM. Madame, Messieurs, c'était Carlos. Merci à toutes et à tous. Et puis, cette émission, il faut la partager, il faut liker, il faut faire vos commentaires, laisser vos commentaires surtout sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Et puis, vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application. C'est sur App Store et puis Play Store également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite.